Si vous passez toute une flotte de bus dans une ville en électrique au lieu d'avoir des bus diesel, vous allez améliorer la qualité de l'air. Et je pense que c'est pas du tout neutre. Ça dépend où est-ce que vous allez prendre votre énergie primaire. Si vous prenez l'énergie primaire de centrales thermiques, charbon et tout ça, ça ne sert strictement à rien de développer le véhicule électrique. Bonjour et bienvenue dans Club Internet, le podcast de Numérama sur la tech, les sciences et la pop culture. Je suis Nelly Lesage, journaliste et animatrice de ce programme. Vous êtes toujours dans la saison 3. Aujourd'hui, on va parler de batterie et d'environnement. Pour en discuter, je reçois aujourd'hui Jean-Marie Tarascon, professeur au Collège de France et directeur du RS2E, le réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie, et Sébastien Ramboville-Nicole, directeur de la division transport chez Forsy Power. C'est une entreprise française qui est spécialisée dans la production de systèmes de batterie au lithium-ion. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment ça va ? Bien ? Très bien, merci de nous accueillir. Merci à tous les deux d'être venus, d'avoir accepté mon invitation. On va rentrer dans le vif du sujet. Les voitures électriques, les trottinettes, les smartphones bien sûr, les batteries électriques sont partout autour de nous. Et si l'on écoute les constructeurs, notre avenir repose sur notre capacité à stocker l'énergie. Moi du coup je viens avec une question, est-ce que ces batteries sont une révolution ? Les batteries ne sont pas une révolution puisqu'elles datent déjà de plus de 25 ans. Donc la technologie était là et c'est finalement le marché qui a fait en sorte que cette technologie se développe à plus grande vitesse. Donc, une fois de plus, c'est un domaine de recherche dans lequel c'est la société qui va tirer la recherche. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation, Sébastien ? Tout à fait, c'est-à-dire qu'on avait bien identifié effectivement qu'il y avait des électrochimies permettant justement de faire les applications qu'on voit aujourd'hui dans le domaine de la mobilité électrique, et il fallait à la fois un marché et effectivement de passer après à la dimension d'un système, c'est-à-dire partir d'une électrochimie et d'en faire un système qui va être utilisable dans une voiture par exemple, dans un bus, ça arrive très vite là, dans les trottinettes, dans toutes les applications que vous voyez aujourd'hui. À chaque fois on part d'une électrochimie et on arrive à la bonne batterie, au bon format, avec les bonnes caractéristiques techniques permettant de se déplacer à la vitesse qu'on veut, dans l'encombrement qu'on veut. Alors du coup, je parlais d'idée de révolution, c'est parce qu'aujourd'hui, on se dit, elle permet de stocker l'électricité, ce qui n'a pas toujours été possible. Est-ce que dans ce sens-là, quand ça a été inventé, c'était effectivement une révolution ? Non, c'est pas une révolution, parce que l'électricité, on sait la stocker depuis Alexandre Volta. De quelle manière, du coup, si c'est pas sous forme de batterie ? Avec une pile. Une pile est un système différent des batteries dans la mesure où elle ne se recharge pas. Et on a eu 200 ans d'évolution. Donc c'est vraiment la recharge qui est la nouveauté avec la batterie. Mais non, mais pas. La recharge, vous avez les batteries au plomb. Les batteries au plomb sont des batteries rechargeables. Vous avez les batteries nickel-cadmium, nickel-métal-hydrure. Et le lithium-ion a été en soi-même une révolution, car on est passé de systèmes aqueux, électrolytes aqueux, à des systèmes non aqueux, c'est-à-dire qu'on a pu augmenter le potentiel, ou multiplier le potentiel par un facteur 2 ou 3. D'où une densité d'énergie plus importante, d'où une autonomie plus importante, et toutes les applications d'aujourd'hui, comme vous l'avez mentionné. Du coup, pour expliquer simplement, qu'est-ce que c'est une batterie ? Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le fonctionnement d'une batterie ? Comment ça fonctionne ? Bon, alors une batterie fonctionne de façon très simple. Vous mettez 2 électrodes que vous allez immerger dans un électrolyte, un liquide, c'est-à-dire un liquide qui va pouvoir conduire des ions, et vous allez avoir des réactions électrochimiques aux électrodes. Et lorsque ces deux réactions vont, évoluer en tandem, eh bien, vous allez un potentiel de sortie. Et ce potentiel de sortie va dépendre de la chimie en question. Vous avez la chimie lithium-ion, vous avez la chimie sodium-ion, dont on parlera peut-être par la suite, vous avez la chimie nickel-cadmium, nickel-métal-hydrure. Eh bien, c'est le même principe. Mais c'est seulement la différence des potentiels des réactions redox aux électrodes qui va faire en sorte que vous ayez une batterie avec un potentiel de 3,6 volts comparé à 1,2 volts, d'une capacité de 500 mAh par gramme à 300 mAh par gramme, et ainsi de suite. Et sur ces figures de mérite, le lithium-ion est la technologie qui est vraiment sortie, ou qui a, révolutionné un peu, on peut dire, en termes de densité d'énergie.
Très bien, justement, on aura l'occasion d'en parler. Les grands progrès, effectivement, qui sont évoqués par M. Tarascon, c'est le fait que la densité d'énergie a beaucoup augmenté avec le lithium-ion, que le fait qu'il y ait de plus en plus d'applications et de marchés font qu'il y a de plus en plus de recherche et de développement dans ce domaine qui continuent à augmenter très très fortement la densité d'énergie et également la durée de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser, et on peut déjà utiliser des batteries lithium-ion dans des véhicules de toutes sortes, c'est que non seulement on arrive à stocker l'énergie nécessaire pour faire l'usage de sa journée dans ce véhicule, mais en plus ça va durer suffisamment longtemps pour qu'on y trouve un intérêt économique et qu'on puisse amortir la batterie sur une durée de vie suffisante, permettant de trouver un équilibre économique entre un système qui fonctionne au diesel ou à l'essence et un système électrique. Donc c'est là que se situe la révolution, c'est qu'auparavant et jusqu'à il y a quelques années, il était impensable d'aller faire, je prends l'exemple de Paris, là aujourd'hui on est situé à Paris, il était impensable de faire une ligne de bus en véhicule électrique, en bus électrique, parce que les batteries ne permettaient pas d'apporter l'autonomie nécessaire, ou quand elles le permettaient, elles ne permettaient pas d'aller durer 5 ans, 8 ans, 10 ans, permettant du coup d'aller amortir ces systèmes de batteries. Donc la révolution se situe dans le fait que par l'industrialisation, les prix ont chuté. Par l'industrialisation, les densités ont augmenté et par l'industrialisation, la durée de vie est suffisante. Et aujourd'hui, il est plus intéressant d'aller rouler avec un bus électrique que d'aller rouler avec un bus diesel si on se projette dans les quelques années. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de villes qui souhaitent s'équiper en bus électrique. Du coup, dans une batterie, dont l'entreprise produit des batteries, qu'est-ce qu'il faut comme matériaux, comme matière ? Alors, il faut déjà une très bonne électrochimie, effectivement. Donc, M. Tarascon a évoqué le lithium-ion qui représente vraisemblablement la technologie des prochaines décennies et qui a enclenché un mouvement d'accélération de sa R&D pour augmenter la densité, augmenter la durée de vie. Donc, il faut une bonne électrochimie. Donc, il faut avoir des industriels et des chercheurs capables de faire évoluer cette technologie. Et ensuite, il faut développer un bon système autour, c'est-à-dire des bons systèmes de refroidissement qui vont faire que cette électrochimie, qui est quand même sensible aux éléments extérieurs, pour des questions de durée de vie ou pour des questions de sécurité, faire en sorte que cette électrochimie se sente bien, qu'elle se sente aussi bien que dans les laboratoires de M. Tarascon, par exemple. Et comment on fait pour qu'elle se sente bien ? Un système de refroidissement qui fait que le système, même si on va tirer assez fort sur la batterie, ne va pas trop chauffer, parce que la température est un facteur de vieillissement qui accélère très fortement le vieillissement. Un système d'équilibrage qui va permettre que l'ensemble, en fait une batterie pour un véhicule, c'est un assemblage de plusieurs centaines, plusieurs milliers de cellules entre elles, mais elles ont besoin d'être toujours au même niveau de recharge, au même niveau de tension. S'il y a trop de disparités, la performance du système va être affectée. Il y a besoin également d'aller surveiller le fait qu'elle n'aille pas trop haut en tension, trop bas en tension. Toute cette gestion est faite par ce qu'on appelle un battery management system, et ce système-là va permettre de conserver la batterie dans des bonnes conditions d'utilisation en termes de durée de vie et en termes de sécurité. Donc on est d'accord que pour créer une batterie, il faut aussi de l'électricité. Alors pour créer une batterie, il faut de l'électricité, ça c'est sûr. Il faut d'autres choses. Il faut des matériaux. Quel genre de matériaux par exemple ? Il faut des matériaux, ce qu'on appelle des matériaux actifs dans la batterie. Donc ils sont des oxydes lithiés, il y a beaucoup de matériaux, de métaux de type cuivre, aluminium. Donc il faut des matériaux qui sont en grande partie recyclables. Donc aujourd'hui, comme la croissance est très forte, il y a également beaucoup d'extraction minière liée à ça. Mais également, c'est des matériaux qui reviennent beaucoup sur le marché à travers le recyclage. Oui, mais je pense que, comme vous avez très bien dit, c'est toujours pareil, c'est les demandes sociétales qui conduisent à ces innovations technologiques. Et vous l'avez très bien mentionné pour les systèmes, le BMS, ce qu'on a mentionné, mais également, si on regarde le futur, c'est encore les demandes sociétales qui vont faire en sorte que la chimie va évoluer. Il y a un jeu de ping-pong, je dirais, courant entre la recherche et l'industrie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le domaine des batteries est très intéressant. C'est-à-dire que même au niveau de la recherche, on essaie de résoudre des problèmes fondamentaux qui émergent de problèmes technologiques concrets. Donc si je vous écoute, aujourd'hui, on peut dire que l'écosystème des batteries est toujours en évolution ? Bien sûr, parce que ce que M. Ramonville vous mentionnez, excusez-moi du terme, c'est qu'effectivement, dans le futur, il va falloir améliorer ces systèmes. Il parlait de BMS. La société est en train de changer. Demain, dans 10 ans, vous allez avoir des véhicules connectés et la batterie devient le cœur de la société. D'où, aujourd'hui, tous les paramètres ou tous les capteurs qu'il y a dans un système BMS ne sont pas suffisants
pour avoir, je dirais, un degré optimum d'utilisation de la batterie. Et au niveau fondamental, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on développe toute une activité au niveau des capteurs pour donner des paramètres beaucoup plus fiables à I4V, par exemple, pour développer ces systèmes et avoir des systèmes beaucoup plus fiables. Donc dire qu'on arriverait difficilement à innover dans le domaine des batteries, c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord? Non, pas du tout, parce que si vous voulez, pour notre domaine en tant que chercheur demain, c'est de faire la batterie comme l'être humain. C'est-à-dire que la batterie, vous connaissez finalement son degré de pénibilité, et c'est là que vous pouvez donner une seconde de vie intelligente, et d'où la connaître à l'instant T0 avec des systèmes qu'on est en train de développer. Il y a toute une technologie qui se met en place, tant au niveau français qu'au niveau européen, où, je dirais, il y a la création d'un flagship en 2030, d'où le rêve, c'est ça. Donc la star des batteries, on vient justement d'en parler, la batterie au lithium-ion dont tout le monde parle. Ouais. Est-ce qu'elle peut vraiment encore s'améliorer en termes de performance? Ça s'améliore tous les jours. Elle s'améliore tous les jours. Là, nous, de notre côté, donc, on est vraiment un concepteur et fabricant de systèmes de batteries. C'est-à-dire que nous ne fabriquons pas l'électrochimie, donc on est en permanence en veille sur toutes ces évolutions technologiques. Ces dernières années, la densité, par exemple, de l'énergie, qui fait vraiment que vous allez pouvoir utiliser votre batterie sur 200, sur 300, sur 400 km, elle a beaucoup augmenté. On partait d'électrochimie qui était à peu près à 100 Wh au kilo. C'est un chiffre qui ne vous dit pas grand-chose, mais l'évolution peut vous dire peut-être quelque chose. On est passé ensuite à 150. On est aujourd'hui sur des systèmes industrialisés, produits en grande série, à 200 Wh au kilo. Dans un an ou deux, on est à 250. On va passer à 300. Donc, vous voyez les ordres de grandeur d'augmentation des densités d'énergie juste au niveau de l'électrochimie. On travaille également sur la partie système, sur l'amélioration de la densité à travers les matériaux utilisés, la façon de concevoir les batteries, la façon de mieux intégrer le système au maximum pour qu'il soit vraiment parfaitement adapté aux véhicules qui doivent les accueillir. Donc l'évolution technologique, elle est très forte, juste sur des, j'allais dire, quasiment déjà sur les mêmes alliages électrochimiques. Et ensuite, il y a des technologies de rupture qui se préparent, y compris dans le lithium-ion, avec, et autour du lithium et autour d'autres types de matériaux, qui nous préparent des augmentations de densité d'énergie au niveau électrochimique qui sont encore très fortes. Donc l'évolution elle est très forte. Ça, c'est sur la partie, non seulement sur la partie électrochimique, mais aussi sur la partie système. Et ensuite, de ça, apparaissent des nouvelles idées, des nouvelles applications. Aujourd'hui, on travaille beaucoup d'un point de vue électromobilité sur les applications de flotte, parce qu'au moins, on se retrouve avec des utilisateurs qui savent à peu près tous les jours les distances qu'ils doivent faire. Donc l'autonomie n'est pas un problème, l'autonomie est gérée. Avec l'augmentation des densités, initialement, on se disait, un bus va faire 100 km, maintenant il en fait 200, demain il va faire 300, 500 km. L'autonomie n'est plus un problème. On ouvre d'autres marchés. Par exemple, dans la marine. La marine, maintenant, il y a des réglementations qui font que dans les milieux portuaires, on ne supporte plus d'avoir une pollution telle générée à la fois par les bateaux, mais également par tous les véhicules qui circulent dans les zones portuaires. Donc il y a une électrification de ces zones. Une électrification, par exemple, des ferries en Norvège. C'est obligatoire maintenant de concevoir les nouveaux ferries en 100% électrique pour traverser les fjords en Norvège. C'est des nouvelles applications qui étaient absolument impossibles précédemment et qui maintenant deviennent possibles grâce au progrès. Donc il ne faut surtout pas arrêter ces progrès-là pour qu'on puisse étendre étendre les applications électriques, parce que in fine, ça améliore grandement la qualité de l'air. C'est quand même très important. D'ailleurs, Jean-Marie Tarascon, vous travaillez sur cet après-lithium-ion. Quelles pistes aujourd'hui sont envisagées sur le plan technique ? Sur le plan technique, il y a plusieurs pistes qui sont envisagées soit au niveau performance, soit au niveau développement durable. Alors au niveau performance, ces jours-ci, dans le domaine, il y a l'engouement sur la batterie tout solide, qui est la batterie lithium métal tout solide, où là, il y a eu beaucoup d'annonces dans les médias, tout ça. C'est une technologie qui est très dérivée du lithium-ion, mais qui est à l'état solide, et qui permettrait, je dirais, d'avoir des densités d'énergie beaucoup plus importantes. Là aussi, il y a encore beaucoup de recherches, pour la bonne et simple raison, si vous voulez, que cette batterie va utiliser du lithium métal. Et il nous a fallu 25 ans, et en même 25 ans, on n'a jamais maîtrisé l'interface lithium-métal. Pourquoi cela ? Pourquoi c'est compliqué ? Alors pourquoi c'est compliqué ? C'est un problème encore d'électrochimie, c'est-à-dire que lorsque vous allez retirer et déposer du lithium sur une surface plane, ça ne va jamais se faire de façon uniforme, mais vous allez former des dendrites. Et ces dendrites sont finalement des fils qui peuvent court-circuiter l'électrode positive et l'électrode négative et conduire un court-circuit et une explosion. D'accord, donc et c'est pas ça, on n'a jamais, si vous voulez, pu le maîtriser, raison pour laquelle on a abandonné, on est passé, et la technologie à l'ion-lithium
a fait surface. Est-ce que c'est un peu comme l'histoire du graphène dont on a beaucoup parlé récemment, l'ajout du graphène dans les batteries lithium-ion? Non, l'ajout du graphène dans les batteries lithium-ion, ça, je m'excuse du terme, c'est un peu de la fumisterie. Et dans le domaine des batteries, il faut faire attention choisir entre ce qui est réel et ce qui est finalement juste la science-fiction. Et pourquoi le graphène serait de la science-fiction? Parce que le graphène n'a aucune propriété intéressante au niveau intercalation, c'est-à-dire le mécanisme même. Le graphène peut être intéressant en amenant une conduction électronique et mélangée à une électrode négative. Mais sinon, en tant que matériau, tout ça n'a pas d'intérêt. Donc quand même, c'est intéressant de voir que dans cet univers des batteries, il y a ce que vous appelez justement de la science-fiction. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais toutes ne sont pas vraies et on ne sait pas exactement quelles sont les technologies intéressantes. Ça a toujours, on va dire que ça a toujours existé, je pense, à chaque fois que des technologies essayent d'émerger, elles essayent d'apporter une rupture, d'attirer le regard sur elles, parce que derrière, l'industrie de la batterie est une industrie très capitalistique. Donc quand vous avez une bonne idée, que vous la développez bien dans votre labo, ça peut être d'ailleurs très valable à toute petite échelle dans un laboratoire et pas du tout d'un point de vue industriel. Ensuite, vous devez investir d'une manière relativement massive pour arriver à avoir un process de production et un coût de production qui soit au niveau de celui d'un marché qui lui-même est déjà industrialisé. Donc aujourd'hui, par exemple, pour aller remplacer le lithium-ion sur le marché de la batterie industrielle pour les applications de transport, il va falloir effectivement un peu de temps et pas mal d'argent pour arriver à industrialiser au niveau de ce qu'est industrialisé aujourd'hui le lithium-ion. Ouais. Et quand on voit aujourd'hui les très grands groupes industriels qui produisent du lithium-ion, aujourd'hui on parle... Il y a quelques années on disait « super, on a fait une usine de 500 MWh ». Maintenant, toute nouvelle usine doit faire plusieurs gigawattheures, plusieurs dizaines de gigawattheures pour estimer être dans le marché d'un point de vue capacité de production et surtout prix. Et donc les nouvelles technologies, pour émerger, effectivement, il faut qu'elles aient fait cette démonstration qu'elles vont être moins chères dans le temps. Et donc il y en a sûrement qui arrivent, on les voit émerger, elles vont prendre un petit peu de temps. Le simple lithium-ion a mis effectivement près de 20 ans à arriver sur le marché, entre le développement des systèmes autour et des applications, ça a pris quand même du temps. Voilà. Vous mettez sur la route là pour répondre à l'autre aspect de la question qui est finalement le développement d'une technologie sodium-ion, qui est une technologie dérivée du lithium-ion et qui dans ce cas pourrait arriver sur le marché relativement beaucoup plus rapidement. Et avec dans ce cas je dirais des performances qui peuvent être attractives vis-à-vis de la mobilité ou autre, non pas en termes de densité d'énergie, mais en termes de puissance. En quoi ça consiste exactement? Alors, le sodium-ion, c'est une technologie qui est, quand je vous dis, analogue au lithium-ion. La seule différence, c'est que vous avez directement du sodium qui est beaucoup plus abondant que le lithium, comme ingrédient, comme élément chimique. Plus abondant sur la planète, vous voulez dire? Sur la planète, bien sûr, oui, parce que le sodium a des quantités 10 000 fois supérieures au lithium. D'où ces technologies qui sont assez intéressantes. Donc, il y a une compagnie qui s'est créée, qui est Tiamat, qui développe cela. Quand je dis développe cela, on est en train de faire la démonstration de prototypage pour montrer la validité de cette technologie. Mais là aussi, effectivement, il y a toute l'échelle d'amélioration, de passer à des prototypes, de les faire accepter par des utilisateurs, avec, je dirais, des aspects intéressants au niveau de la puissance pour concurrencer, du moins c'est notre rêve, la fameuse SiIP de Toshiba, ou alors pour des batteries pour tout ce qui est le stockage de masse, les grilles, tout ça. Il y a un autre élément aussi quand on parle donc de l'aspect technique des batteries, c'est leur longévité que vous avez déjà un petit peu abordé. On pense notamment aux fameux smartphones qu'on a tous dans notre poche et on se dit tous les jours « Ah mince, j'ai plus de batterie ». Est-ce qu'aussi ça, c'est pas un axe d'amélioration à l'heure actuelle? Ça, c'est un axe d'amélioration, mais sans fin. Puisque directement, si je vous donne davantage d'autonomie, vous allez mettre davantage de fonctions. D'où vous rechargerez automatiquement votre téléphone autant de fois. J'irais même encore plus loin, c'est-à-dire que non seulement c'est un axe d'amélioration, mais c'est pas toujours un axe d'amélioration qui est choisi par les différents industriels. C'est-à-dire que votre téléphone, de toute façon, c'est pas à cause de la batterie que vous allez le changer au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, parce qu'il y a un nouveau téléphone qui va sortir. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que par exemple dans un téléphone, la batterie est plutôt calculée et dimensionnée pour aller durer 1 journée, 2 journées maximum et être moins performante au bout de 3 ans. On n'est pas fabricant de batteries dans le téléphone, donc on n'est pas très impliqué sur cette question-là, mais c'est clair que les batteries sont souvent développées et optimisées par rapport à un usage parce que le prix final compte. Donc aujourd'hui, vous prenez une batterie pour une voiture, elle va être dimensionnée pour durer 5 ans à 8 ans avec un usage qui ne sera pas complet chaque jour. Vous prenez le bus, c'est très différent. Tous les jours, vous faites le même trajet. Donc là, il faut qu'elle dure longtemps.
et que vous l'utilisez quasiment complètement tous les jours. Et donc on tombe sur des batteries effectivement qui ont des qualités en durée de vie qui sont très différentes, certaines qui font quelques centaines de cycles et c'est suffisant pour l'utilisateur, et d'autres qui doivent faire des milliers de cycles parce que c'est nécessaire pour l'utilisateur. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, on est très à l'écoute des nouvelles technologies qui se développent. On a des applications qui nécessitent, on développe des applications par exemple pour des charges rapides. Là, dans ces cas-là, on est très intéressé d'avoir des batteries qui développent de la puissance, parce que la rapidité de la charge, c'est ce qu'on appelle la puissance. Et si vous voulez faire 20, 30, 40 recharges par jour à des puissances très élevées en 5 minutes par exemple, là, dans ces cas-là, vous allez avoir besoin d'une technologie capable d'absorber ça sans se dégrader. Et inversement, il y a des applications qui nécessitent de l'énergie. Vous embarquez toute l'énergie nécessaire pour votre usage quotidien. Et là, vous allez plutôt avoir des technologies qui sont orientées sur l'énergie. Et ces deux axes de recherche sont importants parce que les utilisateurs ont des besoins qui peuvent être différents. Et pour revenir à votre question de base, je dirais, je la traiterai même différemment. Il y a certains fabricants de téléphones qui font de façon bien consciencieuse, faire en sorte que votre batterie ne dure pas longtemps. Comme ça, vous pouvez changer de téléphone. Est-ce que vous penseriez à Apple par hasard ? Voilà. D'où, vous voyez que l'autonomie ne sert pas à grand-chose. Je m'excuse, mais bon, en répondant ainsi. Et on peut prendre un autre exemple. Donc on a parlé effectivement des smartphones, mais on peut aussi parler des trottinettes. Moi, j'ai eu l'occasion récemment de discuter avec un chargeur de trottinettes qui m'a raconté donc son quotidien consistant à récupérer les trottinettes dans la rue, à les recharger la nuit et à les remettre dans la rue le matin. Pareil, on peut se dire, mais en fait, ces batteries, en termes de longévité, elles tiennent pas longtemps et on est obligé d'embaucher des gens, enfin même pas embaucher puisqu'ils sont auto-entrepreneurs, pour faire ce genre de choses. Il faut arriver à différencier la longévité, qui est combien de cycles elle va pouvoir faire. En gros, au bout de combien de temps il faudra changer la batterie. Et l'autonomie. Donc là, en l'occurrence, effectivement, l'autonomie de la batterie, elle doit être calculée pour tenir une journée, etc. Puis après, il faut la recharger. Je ne sais pas s'ils l'ont peut-être calculé sur quelques jours. Et donc après, là, ce que vous mettez en cause, c'est peut-être aussi le mode de distribution de ces trottinettes. C'est-à-dire qu'elles sont partout. Donc elles n'ont pas de point fixe, donc elles n'ont pas de point de recharge. À la différence si elles avaient un point fixe où elles arrivaient, on les pose, elles se rechargent, il n'y aurait pas besoin effectivement d'aller les rechercher dans la rue pour les recharger. Mais ça, c'est un mode de distribution, c'est un mode d'usage qui a été décidé par ceux qui les ont mis en place. Et l'avantage, c'est que du coup, on en trouve partout. Il ne faut pas aller à un point fixe. L'inconvénient, c'est que la gestion et la manutention autour de tout ça est plus lourde. Est-ce que vous auriez des conseils de bonnes pratiques, puisque voilà, on a tous des appareils avec des batteries, pour essayer de conserver cette autonomie ou longévité en fonction des deux paramètres, à nous donner? Non, en fait. Bon, tout d'abord, l'avantage du lithium-ion, si je peux dire, c'est que ce n'est pas comme le nickel métallurgique, surtout le nickel-cadmium, dans lequel il y avait un effet mémoire. Et là, on pouvait vous dire directement décharger pour avoir une meilleure longue durée de vie. Je pense que dans le lithium-ion, la chimie est pas parfaite, mais on n'est pas loin de la perfection au niveau des durées de vie. On peut toujours améliorer, mais l'utilisation, bien sûr, c'est une situation d'impuissance. Si vous faites des pulses, ainsi de suite, vous allez quand même, et ça dépend sur les profondeurs de décharge, mais enfin, c'est une technologie qui est assez robuste, honnêtement. Sur le domaine de température de moins 25 à 55 degrés, c'est une technologie qui est très robuste. Et donner des conseils aux utilisateurs, comment l'utiliser, je pense que il n'y a pas d'histoire de charger, par exemple, son téléphone quand il commence à se décharger, etc. Tout ça. Globalement, si on prend nous, les deux paramètres qu'on voit souvent chez nos clients, alors il y en a un, c'est quand même la température, c'est-à-dire que ça vieillira plus vite à 60 degrés qu'à 20 degrés. Donc si vous pouvez éviter de le mettre dans un endroit chaud et exposé au soleil, c'est toujours recommandé. Vous allez éviter de la dégrader. Et également, effectivement, la question du cyclage. Les cycles profonds ont tendance quand même à dégrader plus la batterie que les petits cycles sur le lithium-ion, et à l'inverse des technologies précédentes. Donc de ce point de vue-là, la recharger régulièrement est quand même pas mauvais, avec le dernier bémol de pas forcément la laisser en charge à sa tension maximale, parce que en revanche la tension haute sur les électrochimies lithium-ion peut avoir tendance à un petit peu dégrader plus vite. Donc c'est un mix globalement. Globalement, il faut surtout essayer d'en avoir un usage. Enfin, quand vous pouvez la recharger, vous la rechargez un petit peu, ça lui fera pas de mal, et puis il faut surtout rassurer. Voilà, il faut surtout laisser ça transparent aux utilisateurs. Sinon, c'est catastrophique. Mais en effet, parce qu'après, on se retrouve avec des appareils, d'ailleurs, que ce soit des trottinettes ou des smartphones qui effectivement, qu'on finit par jeter finalement, parce qu'on se dit, la batterie, elle est morte, donc on jette ça. Et du coup, ça m'amène à faire une petite transition avec justement l'aspect un peu plus environnemental des batteries. Est-ce qu'on peut dire que l'électricité des batteries, c'est vraiment une énergie écologique ?
Alors, cette énergie, on va répondre, je dirais, de deux façons. Il y a tout d'abord l'aspect élément chimique et l'aspect CO2. Bon, l'aspect CO2, si on regarde d'abord, on parle des batteries électriques pour le véhicule électrique, ça dépend où est-ce que vous allez prendre votre énergie primaire. Si vous prenez l'énergie primaire de centrales thermiques, charbon et tout ça, ça ne sert strictement à rien de développer le véhicule électrique. Le seul avantage, c'est que votre énergie primaire est propre. Alors propre, renouvelable, ainsi de suite. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans le débat si le nucléaire est propre ou pas, mais effectivement, je crois que au niveau européen ou au niveau français avec le nucléaire, on peut faire en sorte d'avoir un impact environnemental via les batteries. Parce que sinon, il faut voir que pour construire une batterie, ça vous demande quand même, pour stocker 1 kWh, vous avez besoin de 320 kWh d'énergie pour fabriquer les éléments et ainsi de suite. Et vous relarguez aux alentours de 120 kg de CO2. D'où, automatiquement, ça c'est le point de départ, et ensuite la recharge et la qualité de l'électricité que vous utilisez va fortement, affecter l'aspect environnemental. Alors si on va maintenant au niveau des éléments chimiques, on a des éléments chimiques, bien sûr, tout le monde a parlé, le lithium, le cobalt, qui prend des problèmes éthiques. Le lithium, il y a eu beaucoup de bruit sur est-ce qu'il va y avoir assez de lithium. Je rappellerai que le lithium, on peut le recycler, et le recyclage fonctionne, mais bien sûr, c'est la rentabilité qui est remise en question. Et c'est un peu la raison pour laquelle on décide de développer comme alternative pour des applications bien spécifiques la technologie sodium-ion. Et le cobalt, vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qu'il lui est reproché à ces le cobalt, c'est tout simplement qu'il est reproché, c'est la façon dont il est extrait dans les pays où rien n'est contrôlé c'est des problèmes d'éthique associés à cela. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a beaucoup de recherches. Je dirais c'est un axe de recherche fort de préparer les matériaux d'électrode sans cobalt. Donc effectivement la question du CO2 va dépendre de la teneur en CO2 de l'électricité utilisée et pour produire la batterie et pour surtout la recharger au quotidien. Donc ça c'est un élément qui est évident. Néanmoins après il y a également l'aspect qualité de l'air. C'est-à-dire qu'une voiture électrique, quelle que soit la façon dont a été fabriquée la batterie, je dirais, est-ce qu'elle a émis du CO2 quand on l'a fabriquée ou pas, la qualité de l'air dans nos villes est liée aussi à la concentration du nombre de véhicules qui vont émettre des particules, qui vont émettre des gaz, des NOx et autres. Et là, de ce point de vue-là, il y a un effet direct. Si vous passez toute une flotte de bus dans une ville en électrique au lieu d'avoir des bus diesel, vous allez améliorer la qualité de l'air. Et je pense que c'est pas du tout neutre. Les dernières études là, qui sont sorties à Paris qui montrent la qualité de l'air dans les cours d'école de nos enfants, je pense que c'est pas neutre de se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux à Paris circuler en véhicule électrique ou circuler au diesel. Donc la pollution de l'air, c'est un critère qui peut être important, sachant que effectivement, même dans les pays qui fonctionnent au charbon, par exemple, les usines à charbon sont rarement dans les centres-villes. Donc également, même si ça peut consister à déplacer des pollutions de l'air dans des zones qui sont relativement inhabitées, etc., c'est l'impact sur la santé. Parce que la pollution, c'est aussi un impact sur la santé, c'est quand même un élément important. Après, effectivement, nous, en tant que fabricants de systèmes de batteries, on est très soucieux d'où sont extraits les matériaux, et ça fait partie des choses qu'on demande à nos fournisseurs, de nous expliquer d'où viennent les matériaux, d'où vient le cobalt, s'il a été extrait de manière éthique ou pas, et notamment la partie effectivement sur l'extraction du cobalt, c'est que souvent c'est dans des pays qui n'appliquent pas beaucoup de règles d'un point de vue social, d'un point de vue protection, hygiène et sécurité. Donc là, nous effectivement, on s'assure de ça, et puis on regarde effectivement toutes les recherches de ce point de vue-là, qui permettent d'éviter des matériaux qui sont au demeurant coûteux. Ensuite, il faut savoir que effectivement beaucoup de ces matériaux-là, de plus en plus, parce qu'ils ont une valeur d'extraction assez importante, sont de plus en plus recyclés. Le cobalt, aujourd'hui, il y a une grosse partie du cobalt qui est issue du cobalt recyclé de nos batteries précédentes. Donc ça, c'est également une voie à explorer et une voie à encourager, parce que plus il y aura de batteries sur le marché du fait des véhicules électriques, plus il y aura de cobalt recyclé à réintégrer dans les batteries. Donc ça, on peut quand même vraiment initier un cercle vertueux de ce point de vue-là. Et par ailleurs, l'objectif aussi, c'est la durée de vie. Parce que la durée de vie veut dire quoi ? Veut dire qu'au lieu d'aller recycler une batterie tous les 3 ans, tous les 5 ans, si on la recycle au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, c'est toujours ça de gagner, j'allais dire, pour l'ensemble des process industriels qui vont dans la production et dans le recyclage de la batterie. Donc avoir des technos qui vont loin en durée de vie et qui en plus peuvent avoir éventuellement une seconde vie après une première application. Je l'utilise dans la voiture,
mais ensuite je lui trouve un autre usage qui lui permet de prolonger encore de 5 ans à 10 ans son usage, là c'est également quelque chose qui peut être très intéressant d'un point de vue environnement. Du coup, vous parlez de la qualité de l'air. Donc effectivement, ce qu'on peut se demander, je regardais notamment ce que disait le Fonds économique mondial, il disait que la production des batteries, elle entraîne effectivement davantage de dommages écologiques sur les émissions de carbone seul, c'est ce qu'ils écrivent. Donc on a le droit de se demander si les faibles émissions des véhicules électriques dont vous parlez, est-ce qu'elles vont vraiment arriver à compenser ce phénomène? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Démontré. Enfin, je veux dire, de ce point de vue-là, à un instant T, quand on produit une batterie, ça peut, en fonction d'où on le produit, ça peut émettre éventuellement plus de carbone. Et je dis éventuellement parce que c'est pas le cas partout et c'est pas le cas dans beaucoup de pays. Il y a quelques pays effectivement qui sont très émetteurs de carbone quand ils font de l'électricité. Donc dans ces cas-là, effectivement, vu l'intensité énergétique électrique qu'il y a dans la fabrication d'une batterie, vous pouvez vous retrouver au moment où vous le fabriquez à émettre plus de carbone. En revanche, si on se projette dans le long terme, c'est-à-dire si on se projette sur la durée de vie de la batterie, ensuite, un véhicule électrique n'émet rien d'un point de vue CO2. Il n'y a que l'électricité utilisée. Et donc là, le différentiel, il est tellement important que quoi que vous fassiez, vous allez effectivement le compenser, surtout si la batterie dure longtemps, surtout si vous lui prolongez sa vie. Voilà. Enfin, je dirais, c'est de lier, peut-être pour rebondir sur le problème du cobalt. Oui, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on utilise du cobalt qui a été recyclé. Et Umicore est, je dirais, le leader dans ce domaine. Et maintenant, les recherches à l'actuel visent exactement à doubler la durée de vie de la batterie, d'où finalement à avoir une pénalité au niveau du CO2 ou l'empreinte de CO2 beaucoup moindre. C'est la raison pour laquelle on essaie de mettre de l'intelligence dans les accumulateurs pour doubler leur durée de vie. Et automatiquement, on a un aspect énorme sur l'aspect de pollution et ainsi de suite. Donc quand vous parlez d'intelligence, c'est intelligence artificielle, c'est ça? Non. Pas forcément? Non, alors pas intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, il y a automatiquement l'intelligence artificielle, vous entendez parler partout, et il faut être surpris que ce ne soit pas dans le domaine des batteries. D'où le domaine des batteries aujourd'hui. Intelligence artificielle, c'est également le buzzword qui arrive. Et pour cela, on veut trouver des matériaux plus intelligents, développer des interfaces plus rapidement, et ainsi de suite. Mais ce que j'entends par une batterie intelligente, c'est une batterie, une fois de plus, dans laquelle on aurait, par l'intermédiaire de capteurs, l'état de santé de la batterie tout au long du temps. C'est-à-dire que, après une voiture et véhicule électrique, vous allez vendre votre voiture de véhicule électrique, vous reprenez la batterie, vous aurez son état de santé, son degré de pénibilité. Vous n'allez pas la mettre à la retraite, ou si vous la mettez à la retraite, vous allez donner une fonction différente. Et c'est pour ça qu'on pourra la reclasser sur des applications grilles, ou ainsi de suite. Et ça va permettre, je dirais, une évolution, une amélioration considérable sur ces aspects. Effectivement, et c'est tous les axes de développement sur les BMS. Aujourd'hui, nos BMS, par exemple, ils calculent effectivement les états, ce qu'on appelle l'état de santé. Et pour ça, ils intègrent tout un tas de modèles développés par nos ingénieurs, permettant justement d'optimiser son usage, permettant d'optimiser sa durée de vie. Ensuite, effectivement, si on peut lui trouver un deuxième usage, par exemple dans un usage de stockage stationnaire, il faut savoir que le stockage stationnaire vient souvent en support des productions d'énergie renouvelable. Donc dans ces cas-là, on gagne deux fois. Pas financièrement, mais on gagne deux fois d'un point de vue environnemental. C'est-à-dire que ça vous permet d'étendre le niveau de production d'énergie renouvelable qui ont un problème majeur, c'est que souvent ce sont des énergies intermittentes. Et donc il faut être capable de les stocker temporairement quelques secondes ou quelques heures pour qu'elles aient un usage bien optimal. Comme l'énergie solaire par exemple? Comme l'énergie solaire, vous produisez à midi, c'est à peu près le moment où on en a le moins besoin, et vous en avez besoin le soir, c'est bien de pouvoir décaler par exemple. Pour pouvoir décaler, c'est bien de pouvoir la stocker. Pour pouvoir la stocker, si vous avez une batterie dont vous prolongez la vie et que justement si vous utilisez une batterie de seconde vie pour aller développer encore l'énergie solaire, vous gagnez également d'un point de vue environnemental. Sachant que si vous ne faites pas ça, si vous ne mettez pas de stockage sur le réseau ou sur la ferme solaire au moment où vous produisez l'énergie solaire, vous avez une limitation naturelle d'un réseau électrique à peu près 30%. Si on veut passer à 50%, 60% ou 100% d'énergie renouvelable en intégrant de plus en plus d'énergie intermittente, il va falloir mettre du stockage. Tant qu'à faire, autant mettre du stockage qui a déjà vécu une première vie dans un véhicule. Est-ce qu'on peut dire du coup dans ce cas-là qu'une fois qu'elle est en service, cette batterie qui a donc une deuxième vie, elle garantit cette fois-ci qu'on ait une énergie 100% verte ou pas tout à fait? C'est pas encore juste de dire ça. Elle sera toujours plus verte après le 100%. Ouais. Est-ce qu'on peut arriver à 100%? Non, mais c'est toujours vous voulez toujours aller de l'extrême. 100%, c'est comme 100% avoir aucun risque sur les batteries, c'est impossible. Et 100% verte, c'est pas possible. C'est 100% mieux. Ouais. D'où d'un point de vue scientifique, on dit qu'on s'approchera des valeurs théoriques.
Très bien. Bon, on se contentera de cela. Alors, comment justement est-ce qu'on peut réduire l'impact environnemental des batteries? On se pose la question. J'ai aussi entendu parler d'une piste qui serait la récupération du lithium par dessalement de l'eau de mer. C'est donc ce que vous parliez par rapport au sodium ou c'est encore autre chose? Non, c'est encore autre chose. Oui, d'accord. Quand entendre parler d'une piste, dessalement, c'est connu depuis un moment. Et il y a pas mal de recherches aujourd'hui en utilisant tout ce qui est les aspects des supercondensateurs, tout aspect même d'énergie bleue, ainsi de suite, pour la désalination. C'est des procédés qui sont intéressants, mais là aussi, c'est la rentabilité. Et si vous voulez, lorsqu'on parle de l'énergie, il y a les gens sont très innovants. On peut faire des systèmes, ainsi de suite. La question finale à la fin, quel va être le coût du kilowattheure? C'est ça qui va effectivement conduire toutes les technologies. D'où on peut faire des choses. Et pour un vis-à-vis de l'environnement, je pense qu'aujourd'hui, c'est des technologies, par exemple, je répète, le sodium-ion, dans lequel, dans ce cas, c'est beaucoup plus simple, je dirais, à recycler, ainsi de suite. Donc là, le coût est plus intéressant. Voilà, intéressant. Et quand vous disiez désaliniser l'eau de mer, d'abord, quelles sont les concentrations de lithium dans l'eau de mer? Elles sont infimes, de quelques ppm. Et aujourd'hui, le lithium, on l'extrait des salars, ou alors de roches minérales qui sont des spodumènes. Et c'est des procédés qui sont quand même relativement connus, qui demandent à être améliorés. Il y a des recherches dans ce domaine. Mais je dirais, avant d'aller chercher le lithium dans l'eau de mer, eh bien, il vaut mieux recycler le lithium. Ça sera beaucoup plus simple et plus économique. Et c'est un gros gisement. C'est un gisement qui grandit chaque jour. Donc à la fin, le gisement qui est dans les batteries et qui sont obligés d'être recyclés. Donc de toute façon, ce gisement, à un moment, il va faire jour. Il va repasser dans le système. Donc effectivement, il faut arriver à mieux optimiser la composition des batteries pour avoir une moindre concentration dans des matériaux rares et matériaux chers, en l'occurrence. Ça permettra de diminuer les coûts. Et puis après, se faire le bon usage qui va bien dans le recyclage de tous ces matériaux. Parce que le lithium, il est très délocalisé. Et si on arrive à faire du recyclage et de la récupération des accumulateurs, on va constituer ce qu'on appelle la mine urbaine. Et là, effectivement, vous allez tout avoir concentré. Et économiquement, il y a des avantages. Alors vous dites si on arrive à le faire, parce qu'aujourd'hui on est encore loin, qu'est-ce qui manque pour y arriver? Alors il faut d'abord une motivation, je dirais, européenne pour le faire, qui insiste sur le fait qu'il faut récupérer le lithium. Et il y a quand même toute une infrastructure à mettre en route pour récupérer les batteries. Et ça, je pense que dans le cas du véhicule électrique, ça va se faire facilement. Vous prenez la technologie au plomb, les batteries au plomb, qui sont dans le véhicule électrique, vous allez acheter une batterie, on vous la garde, elle va être directement envoyée pour le recyclage. Je pense qu'avec le véhicule électrique, avec la quantité de batteries qu'il va y avoir, il sera facile de les récupérer. En fait, c'est obligatoire. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réglementations européennes vous obligent de toute façon à organiser la filière, à avoir identifié un certain nombre de recycleurs qui sont capables de prendre en charge vos batteries. Donc, quand vous développez votre produit, il doit être recyclable. Ensuite, le procédé de recyclage, il peut différer d'un industriel à l'autre, mais globalement, c'est une obligation. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de véhicules électriques qui sont mis sur le marché dont le procédé de recyclage de la batterie ne soit pas connu. Donc de ce point de vue-là, c'est là que je disais tout à l'heure, de toute façon, on sait par construction que si vous mettez 1 million de véhicules électriques sur la route, dans 5 ans, dans 10 ans, les 1 million de batteries vont repasser dans le circuit de recyclage. Donc c'est ça qu'il faut quand même bien prendre en compte effectivement dans la réutilisation de ces matériaux. Et donc dans ce circuit de recyclage, alors je reviens sur mes 100%, mais est-ce que les 100% de la batterie sont récupérables? Comment ça fonctionne? Alors vous pouvez imaginer, aujourd'hui c'est pas les chiffres effectivement, et le lithium mériterait d'être un peu plus recyclé, sachant que les procédés existent. Donc là aujourd'hui c'est le fait que sur le marché, si vous voulez vendre des oxydes lithiés recyclés, ça va coûter plus cher que d'aller les prendre directement à la mine. Et peut-être à un moment où ça va changer, ça. Mais en dehors de ça, de toute façon, tout process de recyclage, il va vous consommer quand même de l'énergie. Il va vous falloir un four, il va vous falloir un système de broyage, ça en fonction du procédé que vous allez utiliser. Donc il va consommer de l'énergie. Alors après, vous pouvez dire, ok, mais l'énergie est 100% verte parce qu'elle vient d'une ferme solaire. Donc on peut vraiment s'approcher d'un système très très vertueux. Il y a forcément des déperditions un petit peu dans la ligne. Ce qu'il faut, c'est vraiment améliorer tout ça. Et si on compare ça par rapport au circuit normal d'une énergie fossile, je pense que c'est quand même infiniment mieux et infiniment plus recyclé et recyclable, surtout qu'on tape dans des énergies qui elles-mêmes sont réutilisables, renouvelables. C'est pour ça qu'effectivement, aujourd'hui, au niveau du recyclage, il y a 2 technologies, qui sont l'hydrométallurgie et la pyrométallurgie. En quoi ça consiste? Alors la pyrométallurgie, c'est une technologie qui va demander la température, qui va être directement très demandeuse, très gourmande en énergie, et l'hydrométallurgie qui va être plutôt, je dirais, un recyclage par solution. Mais tous ces recyclages, comme il a été bien dit, demandent des étapes de broyage, ainsi de suite.
Donc là aussi, au jour d'aujourd'hui, il y a tout un enjeu, comment on va pouvoir, au niveau de la recherche, faire un recyclage à une étape d'un point de vue chimique. Et on parle également, maintenant, on est en train de concevoir pour le futur une batterie Lego. C'est-à-dire une batterie dans laquelle il y aurait une électrode positive, une électrode négative. Aucun rapport avec les jouets. Voilà, non, pas de jouets. Et à partir du moment, on pourrait directement recycler chaque élément. Et tout ça, voilà, c'est un peu le rêve pour répondre à votre question, d'avoir des économies au niveau du recyclage. Au niveau des conceptions, par exemple, effectivement, avoir une batterie qui est plus facile à recycler, c'est-à-dire plus facile à démanteler, plus facile à les mettre dans les outils qui sont aujourd'hui utilisés pour le recyclage. Ça, c'est effectivement un enjeu. C'est un enjeu qu'on prend en compte parce que, en imaginant qu'on fabrique une très grosse batterie, à l'intérieur, elle est fabriquée de différents éléments. Et donc, ces différents éléments, il faut être capable de les démonter rapidement, faciliter le processus pour que ça coûte le moins cher possible à faire ce recyclage. Parce qu'il y a de la main-d'œuvre, tout simplement, d'aller démonter une batterie pour la mettre dans l'outil de recyclage. Ensuite, sur l'utilisation de l'énergie, par exemple sur la pyrométallurgie, aujourd'hui, il y a déjà, ils font, je dirais, le maximum d'efforts déjà d'aller réutiliser les matériaux inflammables à l'intérieur des batteries pour aller auto-alimenter leur système et pour du coup avoir la plus grande efficacité énergétique. Mais le système qui consomme zéro énergie aujourd'hui, il n'existe pas, mais en revanche, on est quand même... il y a sans doute des optimisations et le fait d'augmenter les capacités de recyclage va pousser tout le monde à améliorer encore ces processus. Donc là aussi, il y a des progrès. Donc la crainte que les batteries pourraient un jour devenir une catastrophe sur le plan environnemental vous paraît infondée? Oui. Je dirais oui en Europe. Après, il faut faire attention. Alors, il faut faire attention, mais pas forcément. On peut se dire des pays comme la Chine sont-ils plus ou moins vertueux? Ils se mettent en place. Ils ont infiniment plus de véhicules électriques que nous. Donc, ils mettent en place des réglementations qui sont quand même très dures là-dessus, sur le recyclage. Des zones comme les États-Unis, aujourd'hui, c'est quand même pas encore très développé d'un point de vue réglementation de recyclage. Si tout le monde fait attention à la bonne manière de recycler ses batteries, effectivement, c'est pas un enjeu. Et est-ce qu'à contrario, on pourrait imaginer un futur sans batterie? Un futur sans batterie, ça c'est une très bonne question. En fait, ma question c'est, est-ce qu'on pourrait imaginer une manière moins polluante, puisqu'on a parlé quand même de la pollution, même si j'ai bien compris vos arguments, donc la pollution qui pouvait être générée par ce stockage, est-ce qu'on peut imaginer un monde où on trouverait une autre solution? Il n'y a jamais 100%, il y a des aspects qui sont beaucoup plus intéressants. Aujourd'hui, on a mentionné que une difficulté avec la batterie, c'est la qualité de l'énergie primaire. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, des approches de système à coupler photovoltaïque et batterie. Et là, il y a beaucoup d'approches innovantes qui peuvent permettre directement de diminuer considérablement ces problèmes environnementaux. La fonction fondamentale de la batterie, c'est de faire une compensation entre un besoin à un instant T et une production d'énergie électrique. Et la production d'énergie électrique, on a beau la décentraliser autant qu'on peut, on ne la décentralise pas encore, en tout cas au niveau de l'appareil qui utilise cette énergie. Donc on essaye au maximum. Et d'ailleurs, quand vous faites, je sais pas, il y a des calculatrices solaires, il y a des téléphones peut-être solaires, ça doit exister, il y a plein de choses qui peuvent être solaires. Et il y a un moment quand même où l'énergie solaire électrique qui va être produite au moment où l'appareil en a besoin ne va pas exactement correspondre à la demande. Donc il y aura toujours besoin de ce mécanisme de compensation. Et si on prend un exemple qui aujourd'hui a pas mal le vent en poupe, c'est les piles à combustible. Les piles à combustible aujourd'hui sont présentées comme le mode de traction de demain parce qu'elles permettent de fabriquer de l'énergie électrique propre à partir d'hydrogène, concurrence qui soit effectivement fabriquée de manière propre, directement dans un véhicule électrique. Donc en fait, le véhicule électrique prend son énergie dans une pile à combustible, mais en fait, il a encore besoin d'une batterie. Pourquoi? Parce que la pile à combustible, elle produit son énergie de manière stable, elle produit, on va dire, 60 kWh en continu, mais le véhicule qui va utiliser cette énergie, il va avoir besoin à un moment de 0, à un moment de 100, à un moment de 200 kW, et donc il y aura besoin toujours de venir faire ce mouvement de balancier entre une production stable, et un usage qui n'est pas stable. Parce que l'usage de l'énergie est jamais stable. Donc c'est pareil sur le réseau. Les centrales électriques, idéalement, pour que ce soit un des processus efficaces, idéalement, elles produisent à un nombre de mégawatts qui est stable. Une centrale nucléaire, une centrale thermique, idéalement, ça doit être stable. Mais la demande du réseau, elle n'est pas stable. Donc il y a tout un tas de mécanismes de compensation sur le réseau électrique qui se sont jusqu'à présent passés de batteries, mais on voit également des batteries arriver sur le réseau, ne serait-ce que pour faire des compensations au niveau de la fréquence du réseau, des compensations au niveau des tensions. Donc un univers sans batterie, peut-être qu'on n'appellera pas ça de la batterie, mais en tout cas la fonction de la batterie sera toujours nécessaire. Oui, il faudra toujours du stockage électrochimique de l'énergie.
Et bon, on a parlé de la batterie, on n'a pas du tout mentionné les supercondensateurs. Et je dirais que c'est un autre volet du domaine de l'énergie de demain. Et les supercondensateurs, c'est des appareils plus ou moins comme les batteries. La différence, qu'ils travaillent sur des systèmes faradiques versus capacitifs. C'est-à-dire que dans le cas des batteries, je vous ai mentionné qu'il y a des réactions aux électrodes. Dans le cas des supercondensateurs, c'est tout simplement des absorptions de double couche. Ce qui fait que c'est des systèmes qui vont avoir une durée de vie gigantesque. Par contre, ils n'ont pas d'autonomie. Mais ils sont utilisés beaucoup aujourd'hui dans certaines applications, notamment dans la mobilité en ville, dans le tram. C'est-à-dire que pendant que le passager descend, vous rechargez votre système, et ainsi de suite. Tout ça, c'est un autre axe, mais tout ça, c'est du stockage électrochimique. Donc encore un autre axe à explorer. Bien écoutez, je pense que nous allons conclure cet épisode sur cette phrase. C'est donc la fin de ce club internet. Merci à vous, Jean-Marie Tarascon et Sébastien Rambauville-Nicole, d'avoir accepté mon invitation. Quant à moi, je vous retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Club Internet pour débattre encore sur un sujet mirobolant de la tech.